Allez, les travaux appellent à l'appel, justement. Jean-Paul Vermeau, moi-même, je suis présent. Patrick Gambache. Présent. Catherine Tréanton. Présente. Yvon Laurence. Présent. Nathalie Barnet. Présente. André Laurent. Présent. Valérie Scatolin. Présent. Frédéric Laminotte a donné pouvoir à Catherine Tréanton qui est à mes côtés. Laetitia Tosser. Présent. Jérôme Plouzen. Présent. Françoise Keinec. Ismaël Dupont. Présent. Marie-Françoise Madec. Patricia Stéphan, Amada Zoubeiri, Élise Kerebel a donné pouvoir à André Laurent qui s'est déjà signalé. Catel Salazar nous a prévenu d'un léger retard. Elle est sur la route de Saint-Brieuc pour nous rejoindre. Henri Merlin Gaba Ngaba, Édith Fer, Camille Thomas, David Guillaumard, Christelle Breton, Ghislain Guingamp. Maëla Burlot a donné pouvoir à Patrick Gambache qui s'est déjà signalé. Jolane Faucheur, Eugène Davillers-Caradec, Jean-Charles Pouliquin, Georges Oregan qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre hein, et qui est porteur d'un pouvoir de Jean-Charles Pouliquin. Vous êtes... Il y a une petite erreur. Pouliquin pendant le temps de son absence. Voilà, on est d'accord, parce que je vous voyais dubitatif, Jean-Charles. Je me disais, jusqu'à sa présence, Charlotte Julie qui a donné pouvoir donc, à Georges Oregan qui va nous rejoindre. Christophe Stewart, que j'ai salué. Bonsoir Christophe. Marie Galouedec. Serge Moulec. Et Sabine Duval-Arnoux qui a donné pouvoir à Christophe Stewart qui s'est d'ores et déjà signalé. J'ai demandé à... Oui, un instant. Oui, Serge. D'accord. Ok. Ouais. Pas de problème. Faites en sorte qu'on ait tous les papiers, que cela puisse être traçable. Merci. Je reprends sur la nomination du secrétaire de séance. Et Ismaël Dupont a accepté d'être secrétaire. Avant le premier point qui appelle à l'approbation, vous avez reçu sur vos boîtes mail une délibération complémentaire sur la cession d'un terrain. Nous y reviendrons, mais c'est un changement de dénomination. Nous l'expliquerons le moment venu. Y a-t-il des oppositions à l'inscription de cette délibération supplémentaire? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Et le premier point appelle à l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 9 février 2023. Oui, Jean-Charles? Oui, une petite observation, monsieur le maire. Donc, lors du précédent conseil, vous nous aviez dit, un peu en préambule, qu'une question concernant le forfait scolaire aux écoles sous contrat d'association, vous nous aviez dit qu'une question, par l'intermédiaire d'un des parlementaires, avait été posée au ministre de l'Éducation nationale pour préciser quelle doit être l'adoption du forfait. Je voulais savoir si vous aviez reçu une réponse. Alors, malheureusement, les réponses des ministres mettent des mois à être faites. J'ai fait ma part puisque j'ai transmis les éléments de notre interrogation aux sénateurs. C'est les liens les plus directs que j'ai pour que la question puisse être posée. Elle l'est peut-être, je ne sais pas, elle le sera en tout cas assurément, mais cela prend quelquefois plusieurs mois, puisqu'il faut vérifier tous les aspects juridiques, puisque si on pose une question, c'est que nous avions effectivement un doute qui n'a pas été levé par le contrôle de légalité finistérien. Donc c'est bien en cours. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette approbation du compte-rendu, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant appelle les décisions prises depuis le dernier conseil municipal par délégation. Elles ont été au nombre de 3. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Eh bien, s'il n'y en a pas, nous allons pouvoir débuter. Et c'est son premier présentation de rapport d'orientation budgétaire dans ses nouvelles fonctions depuis le CM précédent. Le binôme a travaillé dans la continuité avec Ismaël et Patrick et nous ouvrons la présentation du rapport d'orientation budgétaire pour que s'ouvre le débat. Patrick, tu as la parole. Merci.
Bien, je vais commencer par la première page pour pouvoir vous donner un petit peu les objectifs du rapport d'orientation. Donc en fait, les objectifs sont multiples. Il est d'abord d'informer la population, les élus, sur la situation budgétaire et financière. C'est le moment de l'année où on se pose et on regarde un petit peu et on essaye de comprendre la trajectoire budgétaire dans laquelle on est. Le deuxième point, c'est de présenter les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes. Donc en vous rappelant qu'il y aura deux points forts en fait, qui vont être la partie recettes de fonctionnement, dépenses de fonctionnement, et l'autre partie qui sera la partie investissement. Donc partie dépenses d'investissement et la partie, je ne dirais pas recettes d'investissement, mais comment est-ce qu'on réussit à trouver l'argent pour pouvoir financer cet investissement. Ensuite, on aura juste un passage en fait, qui est un passage obligé, sur le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, qui nous permet de voir la trajectoire jusqu'à la fin du mandat. Enfin, présenter les informations sur la structure de gestion de l'encours de la dette. Donc on aura un point spécifique sur la dette, la forme qu'elle a, et comment on travaille dessus. Et puis, une présentation sur les informations relatives au personnel. Donc voilà, la présentation que je vais vous faire doit permettre derrière, éventuellement, de poser des questions, bien entendu, si vous en avez envie et si vous avez besoin d'éclaircissement. Et on y répondra. La page suivante, le contexte budgétaire. Donc effectivement, pour travailler sur ce ROB, on est parti en fait de la loi de finances 2023. Alors je vais vous parler de quelques éléments de cette loi de finances, notamment ce qui intéresse entre autres les communes. De façon très générale, la loi de finances, elle prévoit une croissance de 1% du PIB, du produit intérieur brut, donc l'ensemble des ressources produites par la France, en sachant que depuis ce matin, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisqu'on serait plutôt non plus à 1%, mais à 0,6%. Bon, je n'ai pas eu le temps de corriger les prévisions. Et mauvaise nouvelle, on a une inflation à 4,3% de prévu sur l'année 2023, en sachant qu'on avait eu déjà une forte inflation de 5,2% en 2022. Cette inflation, elle va être un peu le fil rouge de cette présentation. Pourquoi? Parce qu'elle a des répercussions directes sur l'ensemble des dotations, de tout ce qu'on va toucher en fait, qui va être amputé de cette partie inflationniste. La deuxième chose, c'est que cette inflation, bien entendu, va conduire à une augmentation des matières premières, une augmentation des denrées. Donc l'ensemble de nos dépenses vont être impactées par cette inflation. Donc ça, c'est un point plutôt négatif. Dernier point, et pas les moindres, le taux d'intérêt à long terme. On a un taux à long terme qui est à 2,6%. Quand vous sachez qu'aujourd'hui, les derniers taux qu'on a négociés étaient, et l'ensemble des taux en fait étaient plutôt à 1,58. Donc l'augmentation des taux à long terme fait que l'emprunt nécessaire aux communes va être payé plus cher. Donc l'ensemble de ces trois indicateurs en fait ne sont pas forcément de très bonne aloi pour nous. Dans les principales mesures de la loi de finances, on a bien entendu la prévision du déficit de 5% du PIB, dans 165 milliards d'euros. Le taux d'endettement devrait légèrement baisser en 2023, mais là encore, c'est pareil, c'est du prédictif, on n'a pas encore d'informations là-dessus. Le montant de la DGF, vous vous souvenez, je le redis, la DGF, c'est vraiment la somme qu'on reçoit qui permet à la ville de pouvoir fonctionner. Eh bien, elle augmente de 1%, nous dit l'État. En même temps, si je rapporte ça à l'inflation de 4,3%, en fait, en taux constant, elle va baisser automatiquement de 3,3%. Donc, on aurait préféré le cas de figure où on avait avant une DGF qui n'avait pas bougé depuis 13 ans, mais avec une inflation à 1%, donc en fait, en euros constants, on ne perdait qu'1%. En tout cas, voilà, la DGF va baisser, elle va baisser aussi pour nous pour une autre raison que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Les dispositions plus favorables du FPIC, je vous en reparlerai tout à l'heure. En fait, on a, vous savez qu'on a dû déjà en parler, on risquait de sortir du FPIC qui est un fonds de péréquation intercommunal qui permet aux communes de pouvoir redistribuer, on va dire en gros, quand on s'aperçoit qu'il y a des déséquilibres entre les communes. On est éligible jusqu'à un certain point et
L'année dernière, on était les derniers sur la liste. Donc on s'est dit, ça va passer, ça va pas passer. On s'est dit que cette année, on n'y avait peut-être pas droit. Et si, on va y avoir droit. Donc ça va nous ramener à peu près 180 000 €, mais je vous en parlerai plus loin. Mais en sachant qu'en gros, le système a légèrement changé. En fait, quand on sort, l'année suivante, on touche 90%. Donc quand on n'est plus éligible, 90%. L'année d'après, 70%. Et l'année d'après, 50%. Et la dernière année, sur 4 ans, on sort en fait sur 4 ans. Donc on sort beaucoup plus en douceur, ce qui est plutôt une bonne chose pour les communes qui avancent, avaient une marge beaucoup plus importante. Sur la mesure qui ont été votées durant la loi de finances, il y a un élément important pour nous qui va être le filet de sécurité. Le filet de sécurité, alors ça a été très compliqué. Je vous passe les détails parce que ça fait des mois qu'on travaille sur cette question-là. Le filet de sécurité, il fallait pouvoir comprendre comment le gouvernement avait calculé les choses pour savoir si on y avait droit ou pas. Donc il a fallu notamment pour l'équipe de Valérie et pour Valérie Auger essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'était très compliqué, on est remonté jusqu'à Bercy pour qu'on ait des explications sur la façon dont on pouvait le calculer et pour savoir si on y avait le droit ou pas. C'est une affaire de 450 000 € pour 2023, donc c'était pas anodin pour clôturer notre budget, donc on s'y est un petit peu attardé. Ce filet de sécurité donc, est un système assez complexe qu'il faudra recalculer en 2023 pour savoir si on peut toujours l'exiger. Et il est assorti d'une deuxième mesure qui s'appelle l'amortisseur électricité, donc qui est là un système beaucoup plus simple. Si le mégawattheure passe 180 €, eh bien on a le droit en fait à ce que l'État paye la moitié du coût. Voilà. Et puis le dernier point, la dernière remarque sur cette loi de finances, c'est le fait que l'État a revalorisé les valeurs locatives, donc, et a appliqué un taux de plus 7,1%. Donc ça va avoir effectivement automatiquement une réponse positive pour notre budget, puisqu'on va toucher en plus, en sachant que l'État s'était demandé s'il faisait ou pas, s'il s'est aligné sur l'inflation. Donc voilà, donc il a décidé finalement de l'appliquer, donc on aura une hausse sur les bases. Donc les particuliers auront bien une hausse, même si la partie commune n'augmente pas, sur la partie État de 7,1%. Page suivante, un point sur la situation financière de Morlaix. Donc, un petit point sur les dernières années. En fait, entre 2014 et 2022, l'épargne de la commune, l'épargne nette de la commune, a baissé de près de 2 millions d'euros. Pour 2022, on a des charges qui sont en nette augmentation, notamment les charges à caractère général, qui ont fortement augmenté, puisqu'en fait, c'est là où on a toutes les augmentations de fluides. Et c'est là où, cette année, en deuxième partie d'année, on a eu de très très fortes augmentations. Vous verrez que ces charges sont en augmentation de 19,8%, ce qui n'est pas rien à l'intérieur de notre budget, qui a été vraiment un point très compliqué à gérer. En revanche, les points et les charges de personnel n'ont augmenté que de plus 1,1%. Dans ce même temps, on a eu à gérer l'augmentation du point d'indice qui a été de plus 3,5% et depuis à peu près la moitié de l'année, enfin la deuxième partie de l'année, on dira depuis septembre, on va dire. Je crois que c'était juin en fait. C'était juin, 1er juillet, voilà. Donc effectivement la deuxième partie de l'année. Les dépenses de fonctionnement au global, donc du coup, n'ont augmenté, elles, que de 5,5% pour cette année 2022. En fait, quand on rapporte ça au taux d'inflation qui lui-même a été de 5,4%, on s'aperçoit que les charges, les dépenses de fonctionnement ont été très contenues et que finalement, ça nous a permis de garder une épargne nette positive, ce qui n'était pas du tout assuré, vu l'augmentation exponentielle des charges. Donc l'encours de la dette a augmenté en passant de 11,9 millions à 19,8 millions au 31 décembre 2022. On a un délai de désendettement de 11 ans et 8 mois.
Et on est sur une trajectoire qui devrait nous permettre de ramener cet endettement, ce taux de désendettement à 7 années et 4 mois à la fin du mandat, en 2026. Enfin, un petit point sur l'investissement. La ville avait consacré en moyenne 5,5 millions par an d'investissement entre 2014 et 2020. Sur 2022, on a une dépense d'investissement qui est aux alentours de 6,3 millions. Point suivant, les recettes de fonctionnement. Alors, les recettes de fonctionnement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces recettes, que mettons-nous? On est d'accord qu'on est bien sur les recettes prospectives, hein. On est là, toute la partie 2023 fait bien partie des hypothèses, en fait, soit parce que l'État nous a donné les informations, soit parce que nous possédons ces informations qui nous permettent d'imaginer ce que va être notre budget, hein, le budget primitif de l'année 2023. Donc les impôts et taxes sont composés de quoi? Des impôts directs des ménages. Donc là, il y a les produits de la taxe d'habitation. Il y en a encore, certains en payent encore un peu. Et il y a la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui existent encore et qui seront maintenues. Nous avons le foncier bâti et nous avons le foncier non bâti, qui est très, très léger pour nous, hein. Le tout augmente de 731 609 €, soit une augmentation de 6,4%. Pour atteindre un montant total, donc sur l'ensemble des impôts directs, de 12 163 000 €. Les attributions de compensation, hein, qui augmentent légèrement en 2023 à 1,14 pour atteindre 1 777 961 €. Et puis les dotations de solidarité communautaire, hein, qui se stabilisent à hauteur de 332 000 €. Voilà, donc la ville a fait le choix de stabiliser les taux communaux, donc il n'y aura pas d'augmentation de taxes communales, de la partie communale de la taxe, je le redis bien, de la partie communale de la taxe. En revanche, la revalorisation dont je vous ai parlé précédemment de 7,1% du taux, lui, va faire que les impôts vont augmenter. Voilà, c'est dit. Les impôts toujours, les impôts et taxes toujours, donc le FPIC, donc le fonds de péréquation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce fonds de péréquation, on pensait en sortir, finalement, on reste encore pour une année, qui va nous ramener 180 000 €. Et puis divers impôts et taxes, que je n'ai même pas détaillés, qui restent relativement stables. Et les droits de mutation. Alors les droits de mutation, c'est les droits qu'on touche lorsqu'il y a des achats de maison. Et en fait, on est parti du principe qu'il y allait, dans la conjoncture actuelle, une possible baisse du marché de l'immobilier et que donc on aurait une baisse de 11% sur ces droits de mutation qui seraient à mettre dans nos comptes pour l'année prochaine. Donc au final, l'évolution des produits fiscaux, taxes d'habitation, foncier bâti, etc., majorée des compensations sera de plus 756 293 €, soit une évolution de nos produits de 6,4%. Donc le produit total de nos impôts, nous arriverons à 15 646 000 €. Les recettes. Nous avons donc les taxes et nous avons après les dotations. Les dotations, la première et la plus importante, c'est la DGF. La DGF dont je vous parlais déjà tout à l'heure, donc qui augmente de 1%, va être en baisse pour la ville de Morlaix. Donc parce que dans un calcul qui est fait de prospective, du coup, on nous attribue toujours une baisse du nombre d'habitants. Donc cette baisse se traduit par une baisse de la DGF. Donc nous perdrons 8 538 €, soit 0,2%. Nous aurons donc une DGF à 3 935 423 €. Les compensations fiscales sont estimées à 485 671 €, soit plus 30 681 €, plus 6,7%. Le versement de la FCTVA, fonctionnement, pour 18 000 €. Et les dotations inflation filet de sécurité, qui, si nous sommes toujours si les conditions exigibles sont toujours respectées, nous permettraient de percevoir 453 000 € supplémentaires, ce qui n'est pas rien dans notre budget.
En revanche, autre produit, nous avons fait le choix, la ville a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs des garderies, des cantines, des gardes d'enfants, des activités sportives et de loisirs, afin de ne pas pénaliser les Morlaisiens. Les seules augmentations sont les restes des tarifs, c'est-à-dire les locations de salles, les locations de matériel, des choses comme ça. Donc on a bien fait le choix, en fait, de tout ce qui était social, de ne pas l'augmenter en 2023. Les hypothèses, page suivante, de dépenses de fonctionnement. Alors l'hypothèse que nous avons faite, hein, c'est un taux de réalisation de 98%, qui est celui qu'on a à peu près les autres années. Et donc ça va nous faire un niveau de dépenses réelles qui sera estimé à 23 105 000 euros. Vous avez en face sur le tableau derrière moi, et vous l'avez également hein, à l'intérieur de votre rapport, cette liste. Alors, avant qu'on me pose la question, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de répondre à quelques-unes des augmentations qui avaient lieu. Alors, une première, justement, puisqu'ils sont au bout de la salle, la communication. La communication passe de 80 000 à 86 200. En fait, on a à travers ça juste les compensations de l'augmentation des coûts du papier dans le cadre du Morlaix-Mag, pardon, de l'impression du Morlaix-Mag. Donc c'est les surcoûts justement dont on parlait tout à l'heure hein, sur les matières premières qui font qu'on a 6 000 euros d'augmentation. 30. J'aurais dû vous le dire, c'est de ma faute. Les bibliothèques, 75 000 à 84 810. Alors là, on a une augmentation du loyer, assez sensible, hein, et le projet éventuellement d'un salon des auteurs locaux, pour lequel on a mis une réserve d'argent qu'on ne dépensera pas si jamais il n'a pas lieu, mais en tout cas qu'on a prévu dans les comptes. Nous avons ensuite sport et animation. Alors là, on a entre le 24 et le 25, sport animation et sport équipement sportif. Vous regarderez qu'on a un switch en fait qui est dû à des transferts de budget, du budget association, camp d'été, etc., qui est remonté au sport animation, et de l'autre côté, les transferts de subventions qui ont été faits au chapitre 24. Donc là, on a vraiment un switch entre les deux chapitres. Merci, monsieur le maire. Sur la partie éducation, on a une augmentation du nombre d'élèves, 70 élèves en plus en 2022. Donc en fait, cette augmentation, puisqu'on a un forfait élève, augmente automatiquement. Nous avons police municipale. Police municipale, nous avons actuellement 7 agents. Donc nous sommes passés de 5 à 7 agents. Nous avons un certain nombre de frais, il faut les équiper. Nous avons aussi des stages, des choses comme ça, puisqu'en fait on stagiarise un certain nombre de ces agents, donc des frais supplémentaires. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec 7 agents, nous sommes à 36 260 euros. Qu'est-ce que nous avons encore? Les finances. Revalorisation des subventions d'équilibre des budgets annexes. Donc là, vous savez qu'en 2022, on continue donc à faire en sorte de rééquilibrer les budgets annexes quand ils ne le sont pas. On aura un surcoût on a prévu un surcoût pour le budget 2023 de 539 000 euros. Ensuite, marché assurance, juste là, l'augmentation des primes d'assurance. Hein, là, c'est pareil encore, hein, ça fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas complètement puisque les assurances nous ont demandé de payer plus cher. Le magasin, augmentation des prix du marché, là aussi, hein, qui fait passer le magasin de 300 000 à 324 000. Qu'est-ce que nous avons encore? Les espaces publics, hausse de l'électricité, plus les entretiens du réseau. Les entretiens du réseau, c'est plus 30 000 euros. Le contrôle des bornes incendie également, hein, qui ont eu lieu, plus 17 000 euros. Le patrimoine bâti, donc adhésion au conseil en énergie partagée 12 000 euros, la régie bâtiment, les fournitures, et une hausse sur les coûts de maintenance des bâtiments. Nous avons les espaces verts, l'éco-pâturage et l'entretien sur les bassins d'orage.
Enfin, le garage, les pièces détachées, le contrôle et les études du parc automobile, puisque vous savez qu'on est en train de regarder comment on va pouvoir améliorer notre parc automobile. D'abord, peut-être en ayant moins de voitures et en ayant des voitures électriques. Les fluides, ça je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, l'augmentation des fluides. Donc vous voyez l'augmentation quand même. Hein. Les fluides étaient à 667 000 euros au BP 2022 et on a prévu un BP 2023 à 1 386 000. Les ressources humaines, donc on était à 13 068, on passe à 13 500 000. On verra plus tard les détails, mais en tout cas, la revalorisation du point d'indice de 3,5% est déjà une réponse. On a en plus l'augmentation des primes d'assurance personnelle. Et enfin, sur la partie informatique, la maintenance des logiciels et un certain nombre de logiciels métiers qu'il fallait renouveler, nous ont amené à augmenter l'enveloppe. Voilà sur les parties augmentation. Page suivante, quelques précisions. Donc les dépenses de fonctionnement augmenteront de 2,2% par rapport au précompte administratif 2022. Donc précompte administratif, ça veut dire fin d'année, contre 5,6 entre 2021 et 2022. Les orientations budgétaires ont fait l'objet d'un travail conséquent avec les services. Et on a cherché à optimiser les coûts, chercher des pistes d'économie et de bons niveaux de la dépense en lien avec les besoins des Morlaisiens. C'est vraiment un travail, en tout cas moi je remercie les équipes les agents qui ont travaillé parce qu'ils sont revenus plusieurs fois à la charge pour pouvoir retravailler, enfin on leur a demandé plus exactement de retravailler leur budget pour essayer de chercher des optimisations et d'être le plus juste possible. Ils ont vraiment joué le jeu. Différents mécanismes parfois difficiles à mettre en œuvre, ça je le redis, mais c'est vrai que tout ce qui est amortisseur électricité reste vraiment quelque chose de compliqué. Il faudra qu'on veille dans l'année à pouvoir recalculer l'ensemble pour voir si on est vraiment bien éligible. Enfin, la ville de Morlaix a anticipé une hausse d'électricité de 608 000 euros, 550, et du gaz de 298 000 euros, 600. Bien entendu, je leur dis, il n'y aura pas que ça, puisqu'il y aura le coût des matières premières. Je le rappelle, en CAO aujourd'hui, les gens qui étaient en CAO, on a eu essentiellement des avenants nous demandant de réviser en fait les prix et de pouvoir permettre l'augmentation des prix pour les entreprises qui travaillent avec nous. Donc vraiment, je pense qu'on va en avoir. Valérie me disait encore qu'il y en a d'autres qui attendent. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont vouloir renégocier leur contrat. Les charges de personnel. C'est un poste important, effectivement, 13 245 000 euros sur le budget, quand on sait que notre budget d'investissement est à 23 millions. Voilà pour voir un petit peu ce que ça pèse à l'intérieur de notre budget. Une augmentation de 1,9%. Donc on a essayé vraiment de maîtriser l'évolution du budget, compte tenu du fait que, je leur dis, on a un point d'indice qui augmente de 3,5%, et là, pour le coup, on va l'avoir en année pleine. On l'a eu en demi-année en 2022. En 2023, on aura bien l'effet en année pleine. La deuxième chose qui est importante pour nous, on a pérennisé des agents occupant des emplois précaires. Donc on a 20 agents qui ont été titularisés. Alors en termes budgétaires, ces agents étaient payés. Donc j'allais dire... c'est poche droite, poche gauche. En tout cas, on pérennise leur contrat. Ça leur permet aussi de pouvoir bénéficier de tous les avantages de la ville, un ticket restaurant, voilà, tout ce qui est d'ordre social, alors que les gens qui sont sur des contrats précaires n'y ont pas droit. Donc pour nous, c'était important de continuer, ce n'est pas les premiers, et en essayant de gérer aussi la mise en stage de ces agents régulièrement chaque année. Enfin, on a pris la décision de continuer à travailler sur l'amélioration des carrières individuelles et le maintien de l'enveloppe à 2022 pour ce qui est des promotions internes et des avancements de grade. Donc on a gardé la même enveloppe, on aurait pu se dire qu'on allait faire des économies et donc éviter les avancements de grade et ne pas proposer de promotion, ce qu'on s'est refusé à faire. Page suivante, vous voyez la répartition des personnels sur la ville.
Aujourd'hui, au centre CCAS, il y a 290 emplois pourvus à la ville de Morlaix, dont 20 agents contractuels. On a 232 fonctionnaires, 24 contractuels et 34 contractuels non permanents. Les contractuels non permanents sont nos fameux saisonniers, en fait, ces gens qu'on embauche l'été pour faire du remplacement de courte durée. Si vous regardez la répartition en fait, de ces emplois, hein, on a 236 emplois de catégorie C, nous avons 36 emplois de catégorie B et 18 emplois de catégorie A. Donc on a vraiment une très forte proportion d'emplois de catégorie C. Nous aurons pour orientation en 2023 la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On travaille vraiment dessus depuis un moment et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bien entendu, le développement des compétences va de pair avec tout ce qui est organisme de formation et mise en formation de nos agents. Donc ça, c'est pareil, on va continuer à développer afin de rendre nos agents encore plus compétents, tout ce qui est mise en formation. La mise en place du RIP7, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Là, on s'est dit qu'on se mettait un coup de pied aux fesses et qu'on allait y aller. On allait travailler ça. C'est un gros travail. Hein. Il faut regarder l'ensemble des 190 emplois, les requalifier, voir l'ensemble des indices et des bonifications indiciaires, etc. Donc il y a un gros travail de préparation. Il fallait attendre que le service RH soit vraiment au complet pour pouvoir réenvisager ce travail-là. Et enfin, le dernier point, hein, qui était un engagement et puis qu'on a souvent redébattu avec les syndicats, mais aussi avec les agents, sur la qualité de vie au travail, où on a commencé, on vient de débuter un travail qui va se faire tout au long de cette année 2023. Donc voilà, vous avez un peu les orientations pour cette année 2023. Je poursuis avec un point qui me semblait important à mettre, qui n'est pas forcément dans le ROB, qui sont les subventions d'équilibre que verse la mairie au budget annexe. Quand je dis qu'il n'est pas dans le ROB, c'est dans le ROB, puisque c'est dans l'ensemble de nos comptes. En revanche, j'ai voulu que là, ça ressorte pour qu'on voit bien ce qui était donné à chacun. Donc j'ai pris les plus gros. Nous avons l'accueil petite enfance. On a un budget d'équilibre à 1 241 800, hein, donc pour la fin des enfants, crèche familiale, halte garderie. Nous avons pour le CCAS un budget à 773 000 €, plus 50 000 € de DRE. Donc le CCAS incluant l'EHPAD et le FJT. Alors bien entendu, pour le CCAS, ce n'est pas le budget du CCAS, c'est juste l'apport de la mairie sur le budget du CCAS. Le CCAS reçoit des dotations d'ailleurs, j'allais dire, en gros, et elle a un budget beaucoup plus conséquent. Le centre de santé municipal, 30 000 €. L'Angolvas, oui, en disant bien que le centre de santé municipal est bien dans un budget annexe, donc on le gardera dans un budget annexe. L'Angolvas, 202 000 €, et la cuisine centrale avec 250 000 €. Alors, vous vous souvenez que pour la cuisine centrale, pour l'Angolvas, on avait eu des sommes beaucoup plus conséquentes au moment du Covid, hein, puisqu'il avait fallu compenser, que la ville compense en fait le non-budget en fait, et l'impact du Covid sur ces endroits-là. L'analyse de la dette au 31 décembre 2022. L'encours de la dette donc s'élève à 18 873 717 €, qui est réparti en 15 emprunts. Donc chaque année, pour bien comprendre le mécanisme, on a besoin d'emprunter pour pouvoir financer nos investissements. Et donc il y a une dette qui se crée. Et donc, il y a des lignes d'emprunt. Il y en avait 16, puisqu'il y a un emprunt qui a été terminé de rembourser en 2022. Et donc, on a une durée résiduelle, c'est-à-dire, en gros, si on rembourse gentiment, comme quand on le fait nous, quand on emprunte, on en aurait pour 15 ans et 8 mois. Voilà. Donc, on a un taux d'intérêt aujourd'hui qui était à 1,58%. Vous ramenez ça à ce que je vous disais précédemment sur le taux de 2,6% sur les emprunts à long terme, qui fait que dans les prochains emprunts, on risque de payer plus cher. Donc la ville affiche toujours une note de 100% 1A. Vous savez, ça, j'aime bien ça, on lisait ça dans les journaux, en fait, sur les pays. Voilà, on est en 100% 1A sur la charte de bonne conduite. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir plus. Hein. La dette est répartie en 99,9% d'emprunts à taux fixe, ce qui est plutôt une bonne chose,
et 0,3%, puisqu'on était même un petit peu plus l'année dernière, 0,3% à taux variable. Les dépenses d'investissement. Alors les dépenses d'investissement, on aura des dépenses cette année autour d'un montant de 6 150 000 €. J'ai pris quelques exemples de ces dépenses. Espace public, on aura 1 445 000 € qui seront essentiellement d'aménagement de l'espace public, de l'éclairage public. On continue le travail qui est fait de passage au LED afin de gagner en économie d'énergie et d'avoir aussi gagné aussi en fluidité. La signalisation, les travaux de voirie, donc on a la rue Guy-le-Normand qui n'est pas terminée, la rue Auguste Repart, les rues des Vignes qui sont en cours, la rue Albert Camus, les hauts de la rue de Saint-Fiacre, l'aménagement sécurisé du cours Beaumont, la réfection de la chaussée du Petit Robinson. Il y en a d'autres, mais j'ai pris les plus importants. Les espaces verts et propreté urbaine, on a des investissements à hauteur de 1 398 000 €. Donc pour les travaux d'élagage, de débroussaillage, de réaménagement d'espaces verts, de rénovation des massifs dans les quartiers, de remplacement d'arbustes, de plantations, etc. Ce qui fait qu'on a une jolie ville très fleurie. Les investissements du patrimoine bâti, 3 276 000 €. On commence déjà par la phase 2 de réhabilitation du musée, donc avec cette année la partie désamiantage, démolition du plafond de la chapelle qui est en train de se faire et la rénovation de la toiture. Vous avez pu voir place des Jacobins, donc le travail qui est fait sur la toiture avec une remise en conformité, la réouverture de fenêtres, etc. La reconstruction du toit du lavoir d'Auguste Repart, travaux divers de VMC, de remplacement de Velux à l'hôtel de ville, changement des centrales incendie au théâtre, la construction et la réhabilitation de la cantine de l'école Corentin-Caher, le remplacement de la menuiserie extérieure de l'école Gambetta, le remplacement des baies vitrées de l'école Jean Piaget, le remplacement du sol amianté et la pose d'un nouveau sol à l'école élémentaire et maternelle Jean Jaurès, le remplacement des couvertures ardoises et voliges de l'école primaire Pomben. Donc si on regarde, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les écoles, donc j'ai essayé de regrouper ça. On atteint 1 700 994, c'est l'enveloppe destinée aux écoles morlésiennes. Et on a par ailleurs une enveloppe de 410 000 € qui sera consacrée à la fois à l'acquisition de mobilier scolaire, mais aussi à la transition écologique, aux travaux sur les cimetières, etc. On aura ensuite des opérations un petit peu moins conséquentes, mais importantes quand même. On continue l'opération Cœur de Ville, bien entendu, avec la mise en sécurité de l'îlot du Deux-Seine, donc la déconstruction du 5 et 6 et du 36, qui devrait intervenir dans l'année. Les études portant sur la réouverture de la rivière et la restructuration des parkings Lyon-Blum. Sur le sport, on a 540 000 €. Solde des travaux d'aménagement du stade Quetzero, il y avait un petit reliquat sur cette année. La création d'espaces sanitaires et vestiaires de la salle Omnisport Arthur Oregan, et puis le dojo. Le drainage des terrains, dont on parle depuis plusieurs fois, mais là, ça y est, il faut y aller. Et l'étude préalable de la création d'un pump track. Excusez-moi, c'est pas mon truc. Voilà. Pour moyens des services, le renouvellement 329 000 €, moyen renouvellement de matériel et d'équipement des services. On aura des achats qui sont prévus pour la police municipale, je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment aussi des vélos électriques. 2 vélos électriques, on continue aussi à avoir des vélos électriques pour les agents de la mairie, donc pour pouvoir se déplacer en vélo avec un système de réservation auprès du service à l'étage. Les financements. Page suivante. Je bois un petit coup. Donc, on a un besoin donc, de financement de 6 150 000. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, comment est-ce qu'on va réussir à pouvoir financer ça ? On aura d'abord la partie épargne nette, donc ça veut dire que c'est la partie d'autofinancement de la ville, ce qu'on est capable, nous, de mettre, de 424 000 €. Les recettes propres d'investissement, qui seront à 1 750 000 €.
Des taxes d'aménagement, des amendes de police, des divers estimés à 90 000 euros, des subventions pour un montant de 2 403 000 euros, et enfin un emprunt d'équilibre. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous n'aurons besoin que d'un emprunt d'1,3 million cette année, alors que les autres années, on était plutôt sur des emprunts à 3 millions. Donc vous ramenez ça à ce que je vous disais tout à l'heure avec les taux d'emprunt qui montent, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville. Donc l'excédent global à la clôture sera estimé à 1 175 000 euros. Et en 2003, la ville pourra utiliser cet excédent à hauteur de 1 million d'euros afin de diminuer l'encours à l'emprunt. Donc, je le redis une nouvelle fois parce que je suis très content, l'emprunt d'équilibre sera d'1,3 million. Donc l'encours de la dette en 2023 sera bien de 18 690 000 euros. Et donc on aura une extinction de la dette qu'il nous faudra pour éteindre cette dette 9 ans et 8 mois en 2023. Un point sur le plan pluriannuel. Donc vous avez à l'intérieur de votre document, j'aurais dû remettre la page, je ne sais plus, je peux essayer de vous la retrouver rapidement, parce que c'est écrit tout petit, donc je pense que ça ne sera pas lisible. C'est à la fin, voilà, c'est ici, c'est page 47. Donc vous allez retrouver pour 2023 les principales dépenses, sur l'ensemble des projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit la réhabilitation du musée, les travaux de construction et de réhabilitation de l'école Corentin Carrère, qui est à 1 217 euros, les travaux dont je vous ai parlé, etc. Pour les années suivantes, on a anticipé de continuer à avoir des travaux, notamment sur la restructuration de l'îlot du Seine, mais aussi sur les opérations de voirie, la route de Paris, l'avenue de Trudeau, la revalorisation thermique des bâtiments, pour lequel on a fait une étude, donc on en reparlera sûrement sur cette question, qui montre que effectivement on a un gros besoin de réhabilitation de l'ensemble des bâtiments de la ville. D'abord, on en a beaucoup, et deuxièmement, on a beaucoup de passoires thermiques sur lesquelles il faut absolument qu'on ait une action dans les années à venir. Je crois me souvenir que la première projection qui était faite disait que si on voulait rénover tout d'un seul coup, ça serait de l'ordre de 17 à 18 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'hyper important en termes budgétaires à prendre en compte. Donc voilà, on va commencer à travailler. Dès 2024, on a commencé à mettre une enveloppe pour pouvoir travailler sur ce sujet. Dans la deuxième partie du BPI, vous avez aussi quelque chose qui est aussi important à savoir, c'est qu'en fait, on a des dépenses permanentes. Donc chaque année, en fait, on commence, avant même d'envisager les investissements, ce dont on est obligé de prendre en compte, ce qu'on est obligé de prendre en compte sur la partie espace vert, patrimoine bâti, informatique, etc. C'est vraiment des coûts à la fois difficilement compressibles et en même temps nécessaires chaque année. Donc voilà pour la partie plan pluriannuel d'investissement. Pour la dernière slide, la dernière diapositive, qui est juste une conclusion rapide, juste repartir de deux idées. La première, c'est qu'effectivement, on a eu une année 2022 compliquée, sur laquelle il a fallu faire une DM en fin d'année, une grosse DM, et sur des coûts qu'on n'avait pas pu prévoir, notamment tout ce qui est augmentation des fluides, donc qui nous a mis en déséquilibre, en difficulté. Donc on est dans une année 2023 où justement il faut qu'on stabilise l'ensemble. Il faut qu'on soit à la fois très vigilant sur la façon dont on va dépenser notre argent, très vigilant aussi à mettre en œuvre tout ce qu'on peut mettre en œuvre en termes d'économie, en tout cas de rendre efficient tout ce qu'on projette de faire, et aussi avoir une attention particulière, une rigueur particulière sur la question des engagements budgétaires, bien entendu. Donc c'est une année où il nous faudra de la vigilance, il nous faudra de la rigueur, mais il nous faudra aussi maintenir une qualité de service qu'attendent les Morlaisiens, qui est importante, pour lequel on doit leur rendre cette qualité de service, et on ne doit pas faire des économies
sur le dos, j'allais dire, de cette qualité de service. Et puis, bien entendu, on en reparlait tout à l'heure, mais la qualité, le fait que la ville de Morlaix investisse, c'est aussi un élément important dans le tissu économique du territoire. Les 6 millions d'euros que nous investissons, c'est aussi permettre à des entreprises du territoire de travailler. Donc c'est aussi important à la fois parce qu'on a besoin d'investir, hein, on a besoin d'entretien à la ville, mais aussi de savoir que indirectement, en tout cas, on fait vivre le territoire. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie. Merci Patrick. Quelques mots avant d'ouvrir le débat pour remercier le service des finances. Sa directrice est là, derrière nous. Hein. Je lui adresse en notre nom collectif nos remerciements pour le travail accompli avec des contraintes inédites dans la bonne compréhension des différents dispositifs et aussi dans un basculement lors de cette année 2022 dans un retour à des niveaux d'inflation que nous n'avions pas connus depuis les années 80. Mais au-delà, et la DGS est derrière moi, un remerciement à l'ensemble des agents de la collectivité, puisque les efforts nous permettent déjà de contenir, voire de baisser dans des proportions extrêmement fortes notre niveau de consommation de fluide. Hein, quelques chiffres sur l'année 2022 et on l'espère, alors peut-être pas des baisses si fortes de la consommation, mais moins 28,2% sur la consommation de gaz à l'instant T, moins 14,8% sur l'électricité dans les bâtiments publics, moins, je sais que la question avait été posée en commission des finances, moins 29,6% sur l'éclairage public alors que nous n'avons pris des mesures que sur une moitié de l'année de 2022, hein, ce sont des comparaisons 2022-2021. Au-delà des agents, c'est aussi toute une population qui s'est mobilisée. Hein, et je crois qu'on peut le reconnaître au vu de ces chiffres. Ils ne se font pas sans une attention quotidienne de ces différentes pratiques. Et malgré tous ces efforts, des coûts qui augmentent avec l'augmentation des tarifs. Hein, si nous n'avions pas fait tous ces efforts, nous serions dans des augmentations budgétaires auxquelles nous n'aurions pas pu faire face, que nous aurions basculé dans une épargne nette négative et nous n'aurions pas pu maintenir le niveau d'investissement qui reste élevé malgré tout ce système de contraintes. Le préfet a demandé au SDEF une expertise juridique pour tenter de renégocier ces contrats, notamment celui qui nous concerne très directement, le contrat d'électricité. Hein, alors même que les prix ont rebaissé, et pour certains ont retrouvé des valeurs d'avant la guerre en Ukraine, les marchés, quand ils ont été passés, l'étaient au plus haut avec des augmentations de x6 sur le prix, ce qui gomme malheureusement les efforts faits en termes de consommation. Mais c'est un bien. Continuons, nous n'avons malheureusement pas la résultante financière de ces efforts et de ces baisses de consommation. Souhaitons que ça arrive et que nous retrouvions une forme de stabilité, mais il est extrêmement compliqué de construire des perspectives budgétaires à court, à moyen et d'autant plus à long terme avec des telles évolutions de prix qui se retournent en quelques mois. Hein, je crois que le vœu présenté en fin de conseil municipal reviendra sur cette question. Donc merci aux services, merci aux agents de la ville, merci à nos habitants de ces efforts continus pour ces baisses de consommation très significatives sur la ville. Et nous les avions décidé avant même d'imaginer les augmentations, puisque les mesures dataient d'avant l'été et les prix nous sont arrivés au mois de septembre. Hein. Ça aurait dû être très très bon pour notre budget. L'augmentation des prix malheureusement gomme cet effet. Ça continue à être bon pour notre environnement. Et c'est un point positif. Le débat est ouvert. Jean-Charles. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le premier adjoint aussi pour cette présentation et bien sûr merci aux services qui, comme tous les ans, il faut le dire, ont proposé aux élus un document remarquable par ses qualités pédagogiques, par ses qualités de clarté et qui est une aide précieuse pour permettre une analyse dans un dossier qui parfois peut sembler complexe.
Le rapport d'orientation budgétaire est l'occasion de faire un premier bilan de l'année écoulée et puis surtout de tracer des perspectives pour l'exercice budgétaire à venir. La trajectoire des finances publiques 2023-2027 et le rapport présenté le rappel ambitionne, je cite, de réduire le déficit public, de maîtriser la dépense publique et les prélèvements obligatoires. Nous verrons que les orientations que vous nous proposez ce soir ne vont pas précisément dans ce sens. Alors, quelques éléments de rétrospective tout d'abord. Nous constatons depuis 2020 une augmentation des charges de fonctionnement courant de l'ordre de 15%. Et dans le même temps, une forte dégradation de l'épargne nette, c'est-à-dire de ce qu'il reste à la collectivité pour investir une fois payé le fonctionnement et rembourser les emprunts. Cette épargne a en effet été divisée par 7 entre 2020 et 2022 et par 10 si on prend pour référence l'année 2019. C'est brutal. Certes, le contexte n'est pas des plus porteurs, le contexte est difficile, mais cela n'explique pas tout. Au niveau des recettes, vous rappelez que les dotations apportées par Morlaix Communauté, par exemple, sont figées, qu'elles n'évoluent pas, alors que l'inflation est là et que les prélèvements fiscaux par la communauté sont en augmentation. Certes, des transferts d'équipements sont prévus qui permettront d'alléger les charges de centralité de la ville, mais qui en même temps feront baisser les ressources en termes de recettes et d'attribution de compensation. Il faudra donc être particulièrement précis et vigilant lors des discussions sur ces sujets. Au niveau de la dette, elle augmente, passant de 15,2 millions en 2020 à 18,8 millions en 2022. Alors si on rapproche ce chiffre de notre capacité d'épargne, on voit que le délai théorique de remboursement de la dette est quasi doublé pour passer à 11,8 années. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le Premier adjoint. À 7 ans, on considère qu'on est en situation de vigilance. À 12 ans, la collectivité est en difficulté et nous sommes à 11,8. On est loin d'ailleurs des 2,9 années que l'on avait en 2014. Nos ratios de dette deviennent donc très au-dessus de la moyenne des collectivités comparables à Morlaix. Une capacité d'épargne qui se dégrade, une dette qui augmente. Partant de là, quelles orientations nous proposez-vous? Pour retrouver des marges de manœuvre financières, on peut agir tout d'abord sur le levier des recettes. Pour certaines, elles sont déterminées par l'État, vous les avez listées. Pour d'autres, et en particulier pour la fiscalité locale, la ville a des possibilités de décision. Vous vous étiez engagé durant votre campagne à baisser les impôts. Or, c'est un levier sur lequel vous prévoyez d'appuyer fortement. Les Morlaisiens ont constaté pour 2022 une augmentation conséquente de leur taxe foncière. On peut déjà leur annoncer que cette augmentation sera doublée pour 2023, puisque les bases seront revalorisées de 7,1%. Alors, vous avez expliqué la démarche, monsieur le Premier adjoint. Il est un peu imprécis de dire qu'il y a une part d'État et une part communale. Il y a une valeur locative fixée par l'État, un taux de revalorisation fixé par l'État, mais sur cette base sont appliqués des taux d'imposition qui sont déterminés et votés par la ville. Or, si nous avions fait le choix, nous, de baisser un peu ces taux, ce qui arrivait à stabiliser la pression fiscale, vous faites le choix de laisser filer et donc on peut annoncer dès ce soir aux Morlaisiens, à ceux qui ont déjà pris 100 € de plus en 2022 sur la taxe foncière, qu'ils prendront 200 € supplémentaires d'augmentation en 2023. D'ailleurs, vous prévoyez pour cela une recette supplémentaire de 756 000 €. Pour les dépenses de fonctionnement, une augmentation des dépenses réelles est estimée à 4% pour 2023. Est-ce qu'il n'y a pas là encore matière à réflexion et à économie supplémentaire? D'autant que le tableau présenté, page 30, montre des évolutions singulières sur certaines lignes. Vous avez explicité certaines de ces évolutions, mais je pense en particulier à la baisse de 10% des subventions aux associations et à d'autres évolutions dans les domaines du sport, de l'éducation et de la jeunesse. Il y a un glissement de ligne, vous l'avez expliqué, mais parfois ça ne contribue pas à une lecture très facile et très transparente des documents budgétaires. Et on n'oubliera pas la ligne 58, la dernière du tableau, la transition écologique réduite à la portion congrue.
Pour ce qui est des dépenses de personnel, qui représentent une part importante des dépenses de fonctionnement, on peut mettre à votre crédit d'arriver à contenir leur évolution à 1,9%, sachant que l'augmentation du point d'indice connue en 2022 s'appliquera en 2023 en année pleine. Cependant, et toujours en termes de projection sur la nouvelle année, on peut supposer qu'avec une inflation prévue à 4,3% en 2023, une nouvelle revalorisation de la valeur du point d'indice interviendra. L'avez-vous anticipé? Je rappelle aussi qu'avec un taux d'épargne net inférieur à 3%, la ville est considérée comme en difficulté financière. Enfin, et je terminerai par là, 3 éléments de prospective à plus longue échéance. Premier point, vous annoncez un excédent global de clôture maintenu sur les 4 prochains exercices budgétaires à 1 million d'euros tout rond. Bon. Second point, vous annoncez une augmentation continue des impôts jusqu'à la fin du mandat, puisque vous ne baisserez pas les taux. Et troisième point, vous annoncez une augmentation continue de l'encours de la dette de près de 50% sur l'ensemble du mandat. En conclusion, je rappellerai que lorsque la mer est forte, il faut tenir solidement la barre vers un cap clair et précis. Et quelques éléments de ce rapport nous font nous demander si nous ne sommes pas en situation de revivre certains errements connus jusqu'en 2008 dans la gestion des affaires de la ville. Ah, Monsieur Pouliquen, merci d'avoir un propos tellement empli de contradictions. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a aucune évolution des taux communaux. Et pour reprendre un certain nombre de points, vous me direz si j'en oublie, mais Patrick Gambache complétera certainement mon propos. Vous faites part des objectifs de l'État, réduction de la pression fiscale, mais vous concédez vous-même que le seul à augmenter les impôts cette année, c'est l'État par la revalorisation des bases de 7,1% par un mécanisme automatique qu'il avait d'ailleurs envisagé de ne pas rendre automatique, mais qu'il a choisi face à l'inflation et à son incapacité à l'État et au gouvernement en place à juguler les hausses drastiques sur les coûts de l'énergie, mais le retour de l'inflation, parce que contenir la pression sur les ménages comme sur les collectivités, c'eût été une bonne idée de réguler les tarifs de l'énergie, mais également la hausse sur certains produits de consommation courante, et là je pense à la collectivité comme à nos concitoyens, de 10 à 20% sur les denrées alimentaires, avec des annonces, avec la fin là, du cycle de négociation sur les contrats des grandes surfaces notamment, de nouvelles annonces de 10 à 20%, il eût été judicieux de dire qu'à la fois il y avait de jolies paroles de notre gouvernement en place, mais il y avait des actes, et c'est 7,1% qui concernent directement le budget de la mairie, ce sont des actes contradictoires avec les objectifs annoncés, et nous revendiquons effectivement de ne pas avoir touché les taux communaux. Nous le revendiquons, c'est une réalité. La mathématique est une science quelquefois dure. Alors elle peut se perdre dans certaines conjonctures quand elle va à certains niveaux, mais nous, pour les plus, les moins du budget de la ville, nous n'avons pas touché aux taux communaux depuis que nous sommes là. Vous m'avez rappelé à une promesse de campagne. Enfin, alors que les majorités précédentes, depuis 2008, auraient pu le faire, mais d'autant plus précisément sur le mandat précédent. C'est ouvert, la question des transferts des équipements. Je dis enfin, puisque je ne suis pas sans me souvenir qu'à votre place, il y a quelques années, j'avais dit tout le bien que je pensais de la proposition faite par le président de Morleco de l'époque de transférer immédiatement au mandat précédent, et c'était inscrit dans la lettre qu'il avait envoyée, en considérant qu'il ne fallait pas transférer toutes les charges afférentes à ces équipements, l'Angolvas et le théâtre. Quelle fut la réponse à l'époque de votre majorité? Non, non et renon. Enfin, nous ouvrons ce chantier essentiel et qui, je l'espère, dans une négociation et dans une démarche collective avec l'ensemble des communes de Morlaix-Communauté, nous permettra de trouver un point d'équilibre sur la prise en charge et la sortie de la CLECT. Mais avant qu'elle ait lieu, on verra effectivement quel sera le montant alloué. Vous avez raison.
souligner que Morlaix Communauté aurait pu faire des gestes essentiels. Vous oubliez le fonds de cohésion territoriale qui a été voté à Morlaix Communauté, anciennement ce qu'on pouvait appeler un fonds de concours qui considérait que chaque commune pouvait avoir une dotation de 100 000 euros. Morlaix Communauté a largement évolué puisqu'elle a une part fixe et une part variable désormais. C'est cette dotation qui accompagne les investissements de la commune, basée sur des critères sociaux et notamment l'accueil d'habitat HLM. Ce qui fait que la ville de Morlaix, comparativement aux autres villes, en accueillant 50% des logements HLM du territoire, se trouve surdotée, 100 000 de part fixe, 297 000 euros de part variable d'accompagnement aux investissements de la ville de Morlaix Communauté. Là aussi, voté à l'unanimité. Vous y étiez d'ailleurs à ce conseil de communauté. Et c'est une véritable et une première prise en charge de cet effet de centralité également sur la prise en charge d'une population plus en difficulté sur notre centre-ville. Vous avez souligné la dette. Heureusement que nous sommes arrivés aux affaires. Parce que s'il avait fallu respecter le timing promis, vous parliez de campagne électorale, sur le musée qui allait être fini dans ce mandat-là d'ici 2026, s'il lui fallait payer toute la part des Morlaisiens condensés, je vous le dis, nous serions quasi déjà sous tutelle. Et je n'ose même pas imaginer s'il avait fallu à cet investissement du musée que nous avons étalé dans le temps pour le rendre possible. Et nous l'assumons puisque nous sommes de bons gestionnaires qui, des paroles, passent aux actes. Je reviendrai peut-être sur le stade de Quatsero, je reviendrai sur d'autres équipements qui ont fait consensus entre nous. Mais sincèrement, s'il avait fallu ajouter un funiculaire dans ce niveau d'investissement, ce n'est pas les difficultés qui nous attendaient, mais de manière très réaliste, c'était directement la tutelle. Donc je vous remercie d'avoir ouvert ce débat, que je puisse le compléter pour dire que, heureusement que nous sommes revenus aux affaires. Vous parliez de 2008. Je vous le redis, je l'assène à nouveau. Vous commettez, votre majorité, une erreur fondamentale et quasi fatale pour les finances de la ville en 2008, alors même que continuait une négociation sur la répartition de la taxe propriétaire arrivée par une décision de justice en 2017. 4 millions d'euros. Vous vous en souvenez, et dans les règles de répartition de cette taxe pro, il y avait un accord qui a été respecté dans l'ensemble des communes, de répartition 75% sur l'agglo qui assure les dépenses de développement économique et 25% à la ville, qui se voyait figer une dotation ad vitam aeternam, 1 million d'euros ad vitam aeternam depuis 2008. 15 millions d'euros. 15 millions d'euros par l'application de ce principe. Vous le savez, en 2008, la ville de Morlaix était en négociation pour que cet accord s'applique avec Morlaix Communauté. Votre majorité fait le choix d'abandonner cette démarche. 1 million d'euros. Voilà. Je vous rappelle, vous me rappelez 2008, je vous rappelle au bon souvenir de 2008, et pour dire les choses en vérité, il manque depuis 2008, si cet accord avait été appliqué, si nous étions allés au bout de cette négociation, 1 million par an. Même si la société a disparu. Je vais prendre quelques exemples de sociétés qui ont fermé. Cette dotation continue à être versée par Morlaix Communauté aux communes, même si l'entreprise a fermé. Donc même là, avec la fermeture de Hop, nous continuerions à avoir cette attribution de compensation dans les comptes de la ville. On s'en sortirait bien mieux. Donc merci de me rappeler 2008, je me permets de les rappeler à nouveau. Le point d'indice, vous avez raison de le rappeler aussi, puisque je vais préciser mon propos. J'ai remercié les agents et je vous ai annoncé déjà que notre plan de sobriété était en marche. Je le rappelle, moins 29% de consommation sur l'éclairage public, moins 14,8% sur la consommation électrique des bâtiments communaux, moins 28,2% sur le gaz. Donc il y a des agents qui se mobilisent et sincèrement, je suis extrêmement désolé à ce que
l'inflation ne nous permette pas de reconnaître cet investissement parce qu'il le mérite. Vous dites que le gouvernement va certainement envisager l'augmentation des fonctionnaires. Bon, je crois qu'il faut être cohérent quand on a une responsabilité publique. Le gouvernement a écrit à Bruxelles que la part de son budget consacrée à la rémunération des fonctionnaires allait tendanciellement, dans les 10 années qui viennent, baisser de 11%. De 11%, c'est un document officiel transmis, ce qui nous pose de véritables questions sur ce que va être la fonction publique d'État dans les années qui viennent, puisque cette baisse, elle est actée dans un document officiel transmis à Bruxelles. Transmis à Bruxelles. Et puis, dans le contexte actuel, il y a aussi, dans ce document transmis officiel de l'État français, quelques questions sur les économies qu'on va faire pour les retraites. Dixit, un débat qu'on traverse actuel. Alors, j'entends que vous nous appeliez à la cohérence, et croyez-moi, je revendique que nous ayons une véritable forme de cohérence. Mais s'il vous plaît, pas en comparaison de l'État qui, pour l'instant, porte un certain nombre de discours qui, pour le coup, ne le sont pas. Baisse de la pression fiscale, augmentation des bases de 7,1, rémunération des fonctionnaires. Je ne sais pas si l'État va décider de l'augmenter, mais quand je lis les documents transmis par l'État à Bruxelles, non, l'État n'a pas prévu d'augmenter le point d'indice. Ou alors, l'État ne nous dit pas toute la vérité, soit à nous, soit à Bruxelles, à l'Union européenne. J'ai peut-être oublié des questions. Patrick, si tu veux compléter mon propos. Deux choses, Jean-Charles. La première chose à propos des dépenses de fonctionnement. En nous disant qu'on n'a peut-être pas tout regardé ce qui était possible de faire comme économie. On a des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 2,2%. Donc, ce qui est très faible, qui ne couvre même pas le coût de l'inflation. Donc je pense que le travail qui a été fait par les services pour aller chercher au plus près de ce qui était possible de faire, quand dans le même temps, dans nos dépenses de fonctionnement, nous avons les charges à caractère général qui augmentent, elles, de 11,1%, ça veut dire qu'on a quand même été renié sur le reste. Donc je pense que le travail, après, je continue à dire qu'on pourrait sans doute aller plus loin en fermant des services, en arrêtant, je ne sais pas, la piscine, en faisant moins de services, en supprimant des ATSEM dans les écoles, etc. On peut faire ce travail-là. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous, on a fait le choix de garder une qualité de prestation des services de la mairie. Et c'est à l'intérieur de cette contrainte-là qu'on a réussi à maintenir une hausse de 2,2%. Je pense que c'est quand même un beau tour pas de passe-passe, mais en tout cas un tour qui n'était pas facile à faire. La deuxième chose, non, nous ne baissons pas de 10% les subventions aux associations, elles sont de 5%. Et on le reverra quand on travaillera sur la question des subventions. Vous avez pu le vérifier, vous êtes certainement membre vous-même d'associations. Nous avons écrit à toutes les associations que nous envisagions une baisse de 5% en attendant de voir comment l'année allait se dérouler et de compenser si nécessaire pour celles qui pourraient être le plus en difficulté. Donc c'est une mesure prudentielle. Je vous dis, si les négociations s'ouvrent bien avec le SDEF tel que l'a demandé le préfet. J'étais à la réunion, c'est le préfet qui a demandé au SDEF d'ouvrir une expertise juridique pour renégocier son marché. Encore faut-il que la loi le permette. On est encore dans cette phase. Moi, j'espère qu'on va véritablement pouvoir rouvrir une négociation sur les marchés du SDEF, puisque là, les prix sont revenus à des montants qui nous permettraient immédiatement de retrouver de la marge en baissant les surcoûts énergétiques auxquels nous devons faire face. Patrick ? La dernière chose sur l'encours de la dette, effectivement, et vous le savez, puisque sur l'ADM, il a fallu effectivement aller chercher de l'argent supplémentaire pour pouvoir payer les consommations d'électricité et de gaz. Dès 2023, on pense pouvoir, après, avec les projections que nous faisons aujourd'hui, revenir à un taux de 9,8%. Si je relis ce qui est mis d'ailleurs à l'intérieur du ROB,
il a mis cette phrase en dessous. Il est généralement admis qu'un ratio, c'est pas nous qui le disons, hein, un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable et qu'au-delà de 15 ans, la situation devient dangereuse pour la santé financière de la collectivité. En un an, on repasse de 11,9% à 9,8%. Donc on voit bien qu'on met tout en œuvre pour pouvoir retravailler sur cette question de la dette, au lieu de la laisser filer, comme vous le dites. Je vous en prie, Jean-Charles. Alors, quelques observations sur vos éléments de réponse. J'ai dit que j'ai lu à la page 30 que sur la ligne 23, vie associative, on passait de 330 000 à 305 000, ce qui fait sans doute effectivement plus près de 9% que de 10%. Voilà, mais ça fait quand même une ligne qui baisse de l'ordre de 9%. Oui, mais il n'y a pas que les subventions. Oui, non, mais j'ai dit que la vie associative baissait de près de 10%. Merci de votre précision. Voilà, donc ça baisse, on est d'accord. Un petit peu dans le désordre, monsieur le maire, vous parliez de 2008. De 2008. Je vous rappelle que dès en 2007, quand les négociations se sont ouvertes, au moment où elles se sont ouvertes, elles ont très rapidement été totalement bloquées. Si. Ah bah si. Écoutez, j'ai un souvenir très précis. J'ai un souvenir très précis d'une séance de Morlaix Communauté au cours de laquelle cette question a été évoquée, et ce qui a d'ailleurs enchaîné une situation de blocage et d'absence de dialogue entre le maire de Morlaix de l'époque et le président de l'époque de Morlaix Communauté. Et donc, sur le principe d'égalité de traitement, quand il y a des accords qui s'appliquent, et notamment des accords sur les AC, quand on n'a pas d'accord de bonne loi, il reste quelque chose qui s'appelle le tribunal administratif. Donc ne dites pas que tout a été fait, puisque, je le dis, je le revendique, cet accord devait être appliqué à la ville de Morlaix. Vous faites toujours référence à 2008. Quelques souvenirs de 2008 quand même. Baisse de combien dans le budget des associations? 20%. 20% à l'époque. Augmentation de combien des impôts à l'époque? Parce qu'on peut 0,1% de baisse, les dernières baisses qui avaient été actées. En 2008, combien d'augmentation d'impôts? En 2009 plutôt, très précisément, combien d'augmentation d'impôts? Je n'ai plus le chiffre exact, donc comme j'aime être précis, mais si on reprend les 2 derniers mandats, on est quand même dans une augmentation des taux d'impôts que nous n'avons pas infligés. Et nous avons une véritable stratégie pour baisser durablement les impôts des Morlaisiens, et on l'assume. Donc, si vous revenez, j'ai été incomplet sur 2008. C'est vrai que je retrouverai les chiffres pour la première fois de ce que ça a induit en baisse de subventions des associations, en augmentation des impôts pour les Morlaisiens. Vous aimez le passé, nous nous projetons, nous, dans l'avenir, de manière rigoureuse et parfaitement maîtrisée. Alors, monsieur le maire, puisque vous déplorez la baisse de l'époque, pourquoi poursuivez-vous cette baisse avec 5% l'année prochaine? Voilà. Alors, vous êtes terrible, Taux d'inflation en 2008, de la période de 2008 à 2020, qui a été la période sur laquelle vous étiez aux affaires. Vous voulez refaire le match. Je veux bien. On a un Rob qui se projette dans l'avenir, vous voulez vous projeter dans le passé, revenir à 2008. Et vous le voyez, j'ai travaillé cette question de 2008 également. Je l'ai travaillé. Nous avons un contexte, et je redis les paroles que j'ai dites, totalement inédit depuis les années 80. Jamais depuis les années 80, nous n'avions un tel retour de l'inflation. Donc nous devons prendre des mesures prudentielles. Et nous avons écrit aux associations pour leur dire qu'effectivement, nous avions une construction budgétaire qui envisageait 5% de baisse. Alors que, comme vous l'avez dit, sur l'année 2022, et pas sur le budget 2023, nous avons une épargne nette qui baisse drastiquement. Sans les mesures que nous avons prises, cette épargne nette, elle aurait pu virer au négatif. Et nous n'aurions rien pu y faire. Elle aurait pu induire, on a envisagé la fermeture de la piscine. Nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Parce que derrière les piscines, et notamment la piscine de Morlaix, il y a le savoir nager de nos enfants. Et le savoir nager de nos enfants, c'est la capacité à éviter des noyades. Donc nous n'avons pas pris ces mesures drastiques. Alors oui, elles ont un effet sur la baisse de l'épargne nette, mais regardez 2024 en épargne nette. Vous dites à diviser par 10, moi je pourrais dire entre
2014 et 2020 sur votre dernier mandat, déjà divisé par 2. Hein. On perd 1 million d'épargne nette sur votre dernier mandat, de 2014 à 2020. Elle est déjà remultipliée par 3 pour se retrouver multipliée par 9 à l'horizon 2026. Nous terminerons un mandat avec une capacité préservée d'investissement de la ville. Oui, bon, on pourrait y passer la soirée, donc on va peut-être achever assez rapidement. Vous rappelez la diminution des capacités d'épargne nette de la ville entre 2014 et 2020. Je vous rappellerai que l'État a baissé, d'ailleurs ça a été rappelé en début d'Europe, je crois, de l'ordre de près de 2 millions, je crois, les attributions à la ville. Ceci pouvant expliquer cela. Et puis, je retiens en conclusion que vous assumez le fait que les impôts locaux vont augmenter pour les Morlaisiens. Voilà. Je le fais pour le gouvernement que vous souteniez, puisque j'ai souvenir que lors des dernières élections, vous êtes très largement félicité de la victoire. Alors, je ne sais plus comment les appeler. La République en marche, Renaissance, en tout cas les macronistes. Vous en êtes largement félicités, vous avez eu leur soutien lors de votre candidature aux élections départementales. Effectivement, vous avez choisi votre camp et vous avez choisi le camp de ceux qui augmentent les bases et donc les impôts de nos concitoyens de 7,1%. Ce n'est pas parce que vous répéterez à foison la même adaptation de la réalité pour rester fort diplomate que ça changera la réalité. Parlons plutôt morlaisien, monsieur le maire. Monsieur Pouliquin, c'est vous-même qui parlez de cette augmentation qui a été décidée, actée dans la loi de finances par le gouvernement que vous soutenez. Et vous voulez, par un tour de passe-passe, m'en faire porter la responsabilité avec notre majorité. Que nenni! Que nenni! Que chacun assume ses responsabilités. Monsieur le maire, un moment, il faut quand même ne pas faire semblant de ne pas comprendre ce que disent les autres, quoi. J'ai jamais dit que les 7%, c'était la ville de Morlaix. C'est un taux d'État, je l'ai rappelé. Mais vous maintenez le taux sur les bases et du coup, mécaniquement, ça augmente. Voilà. Je n'ai rien dit d'autre. Grâce à l'augmentation des bases décidées par l'État. Voilà. Merci. Et non pas compensée par la ville. Alors, Georges a demandé la parole et ensuite Ismaël. Oui, pour un petit retour en arrière, je sais que vous n'avez pas 2008, mais bon, on peut quand même en parler. Pour avoir été l'adjoint à la culture et à l'éducation à l'époque, ce n'est pas par plaisir à l'époque que nous avons baissé effectivement les subventions de façon assez drastique, ni que j'ai été amené à prendre la décision de fermer 2 écoles de la ville de Morlaix. Simplement, la situation financière de la ville était telle et qu'il y avait des préconisations de la Chambre régionale des comptes. Et effectivement, afin d'éviter des mises sous tutelle, nous avons pris des décisions que vous, en arrivant en 2020, vous n'aviez pas à prendre, vu que les finances que vous avez trouvées étaient saines. Juste une précision, Georges. Georges, juste une précision. Parce que la parole politique mérite qu'on soit précis. Que disaient les différents rapports de la Chambre régionale des comptes concernant très directement les équipements de centralité? Que disait-elle? Je peux vous le dire, nous les avons encore retracés. Donc, soyez complet quand vous vous référez à un certain nombre de documents. Transfert de l'Angolvas, transfert du théâtre, transfert du musée, transfert des piscines. Et vous nous enjoignez à respecter les préconisations de la CRC, alors que vous avez refusé. Non pas, vous n'êtes pas passé à côté, on vous l'a proposé, vous l'avez refusé. Alors, j'aime bien échanger sur les capacités des uns et des autres à gérer la ville. Avec l'échange que nous avons ce soir, je ne me félicite pas. Mais croyez-moi, avec ma majorité, avec le travail de l'adjoint aux finances et de l'ensemble de l'équipe municipale, je ne suis pas mal à l'aise. Réponse, je vous laisse la parole, Georges, et puis après Ismaël prend. Je veux bien qu'on nous parle de transferts, effectivement, qui n'ont pas été faits. Pour l'élaboration du budget 2009, compte tenu du budget fragile, pour ne pas dire plus dégradé, qu'on avait trouvé en 2008,
Ce n'est pas le transfert ou non qui a changé les choses, qu'elle n'aurait pu se faire que quelques années plus tard. Donc les diminutions de subventions et les fermetures d'écoles étaient une décision qui s'imposait très rapidement, parce que les transferts auraient pu se faire 3, 4, 5 ans après. Confrontés à des difficultés, vous avez fait le choix d'augmenter les impôts et de baisser les subventions. Nous trouvons d'autres solutions qui sont de ne pas augmenter ces impôts et d'avoir un impact bien 4 fois moins fort sur le budget des associations. Et vous pourrez relire, j'espère que vous êtes en plein d'associations, vous y siégez d'ailleurs pour la ville, vous avez peut-être déjà eu accès au courrier qu'on a envoyé à toutes les associations. C'est une mesure prudentielle et si les consommations et les dépenses, les charges de la ville sont moindres que celles que nous avons prévues, puisque nous sommes toujours dans un budget prévisionnel, nous serons au rendez-vous pour maintenir les subventions à nos associations. Ismaël. Oui, par rapport à la situation de 2008, il me semble que la situation financière tendue était également liée aux investissements sur le pôle petite enfance. Voilà, qui sont amortis sur la durée. Et quand on voit dans le budget 2023 le poids financier que met la ville sur la politique petite enfance, on voit que ça correspond aussi à un besoin et qu'une ville centre comme la nôtre, si elle veut attirer des habitants, il faut aussi qu'elle se préoccupe de la garde des enfants et d'avoir un niveau de service public de qualité dans ce domaine. Si la situation financière avait été aussi dégradée que vous le dites, on n'aurait certainement pas retrouvé une situation financière décrite comme saine en 2014, en l'espace de 6 ans. Donc il y a eu quand même beaucoup d'effets rhétoriques autour de la situation financière de 2008. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur. On a une situation financière qui est extrêmement tendue, due à la flambée des prix de l'énergie, mais aussi à l'ensemble de l'inflation. La flambée des prix aussi des denrées alimentaires. La subvention d'équilibre pour la cuisine centrale cette année est également extrêmement élevée. On a eu aussi quand même depuis 2 ans la situation post-Covid qu'il a fallu affronter. Et donc tout ça, ça explique aussi en grande partie la dégradation de notre épargne nette de fonctionnement. Mais là encore, il y a des efforts financiers qui ont été faits et vraiment un souci d'économie qui a été demandé à tous les services que nous remercions d'avoir travaillé pour avoir une perspective qui nous permette d'équilibrer néanmoins notre budget. Et sur la question des associations, je voudrais simplement rappeler que en 2021, enfin sur notre premier budget, il y a eu une augmentation du budget global des subventions aux associations. Beaucoup d'associations, notamment conventionnées, ont bénéficié de coups de pouce significatifs. On était presque, je pense, à plus de 5% sur nos subventions aux associations. Donc là, cette diminution de 5%, quelque part, c'est comme s'il y avait un rééquilibrage sur le niveau, au niveau de 2020. Donc on s'en serait bien passé, c'est pas une volonté de notre part, mais je voudrais aussi rappeler que beaucoup d'associations bénéficient de mise à disposition de gymnases, d'équipements municipaux, et que la ville assume aussi l'augmentation des prix de l'énergie et des fluides sur ces équipements, et qu'on ne répercute pas cette augmentation des fluides sur les associations. Vous aurez compris qu'on ne laissera plus se faire coller, comme ça a pu l'être dans le passé, des étiquettes sans avoir des débats sur le fond. Et nous n'acceptons pas de nous voir coller en référence à 2008 l'étiquette des mauvais gestionnaires quand le débat sur le fond peut véritablement, je vais enlever le peut, démontre le contraire. J'aurai encore d'autres exemples. J'ai en tête celui de la cuisine centrale. Nous aurions pu communiquer sur le sujet, la situation que nous avons découverte. Et qu'Ismaël, avec Patrick, a découvert à la cuisine centrale et les prix de marché.
qui était fait en fonction des typologies de marché purement privé et marché public. Croyez-moi, nous avons fait le choix d'assumer, de changer les choses, de préserver les intérêts des Morlaisiens, mais si un jour vous voulez m'interpeller sur le sujet, je suis à votre disposition pour vous démontrer que des capacités de bonne gestion sont à l'heure actuelle dans la ville, sur tous ces aspects, budget annexe comme budget principal, et que les choix que nous les faisons de manière extrêmement raisonnée, pour que la ville et la cohésion sociale de la ville soient maintenues. Nous avons maintenu tous les services publics malgré la crise. D'autres villes ont fait des choix contraires, parce que derrière, ce qui nous préoccupe, et nous le partageons puisque nous avons, au cours des mandats précédents, nous nous sommes rejoints sur le maintien des tarifs de cantine publique, sur un certain nombre de prestations, sur des développements d'actions sociales. Nous l'avons en commun, donc nous reviendrons peut-être, si vous le désirez, moi je ne le désire pas, sur les années passées, mais en tout cas les années à venir, dans un contexte, je le redis, inédit de tension, parce que c'est 2 à 3 fois, voire 4, ce qui a été connu et ce qui était déjà un choc, puisque je me souviens à votre place, d'ailleurs, je m'étais désolidarisé du gouvernement qui portait mon étiquette politique, puisque l'effort demandé à l'époque sur la réduction du déficit public a mis à mal l'investissement public, a mis à mal les services publics communaux. Je me souviens, je me suis désolidarisé ici, que nous avions voté une motion à l'époque, je me suis désolidarisé parce que c'était dangereux pour la commune. Par contre, je vous le dis, je vous le redis, nous ne nous laisserons plus coller des étiquettes par la simple voie de la communication. Nous aurons des débats sur le fond de nos capacités de gestion. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, alors un vote est organisé, mais le vote n'est pas pour dire si l'on pense que le débat est bien ou pas bien, il est juste pour acter que le débat a eu lieu. Et je crois qu'il a eu lieu. Nous serons au moins d'accord sur ce point, monsieur le maire. Mais nous sommes souvent d'accord, Jean-Charles. Alors, sur la prise d'acte du débat, donc pour acter que le débat a bien eu lieu, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Nous allons pouvoir poursuivre, et la parole est toujours à Patrick Gambache sur la demande de subvention. Il a cru qu'il avait terminé sa soirée avec le débat d'orientation budgétaire, mais non, il a encore 2 délibérations à nous présenter. Alors, page 54, on a une demande de subvention auprès de la région Bretagne pour la construction d'un restaurant scolaire et d'une halte garderie. Donc, effectivement, on en avait parlé l'autre soir, on a un dispositif qui s'appelle Bien vivre partout en Bretagne, et donc nous faisons un appel au nom de la ville de Morlaix pour une subvention, une demande de subvention. Donc la délibération a 2 articles. La première d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention de 150 000 euros et la deuxième de transmettre au préfet du Finistère et au contrôle de légalité. Voilà. Donc si vous avez des questions sur les 150 000 euros. Il n'y a pas de demande de parole. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. On va pouvoir poursuivre avec la constitution d'un groupement de commandes. Oui, la ville et le CCAS ayant des besoins communs assez similaires, en fait, il a été envisagé donc de monter un groupement de commandes permanent entre ces deux budgets. Le projet de délibération est donc à la fois d'approuver les termes de la convention que vous avez en annexe et ensuite d'autoriser le maire à signer cette convention. Voilà. Il n'y a pas de demande de prise de parole. J'ouvre les opérations de vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Et nous continuons avec André Laurent pour l'autorisation de signature de convention pour la programmation d'événements.
On nous demande d'examiner une délibération courante que nous avons annuellement, proposant au conseil municipal de solliciter l'autorisation du maire à signer en 2026 tout document contractuel lié à l'organisation d'événements, de manifestations avec les partenaires, les artistes, les associations, les entreprises, et notamment des contrats de cession avec les compagnies qui seront accueillies dans le cadre... Comment ? 2023, j'ai dit quoi ? Avec le temps qui passe. Des fois, je suis en 2013, je ne suis jamais à la bonne année. Donc, pour 2023, tu as bien fait de préciser. Et donc, dans le cadre, par exemple, des rues en Seine, voilà, délibération qui permet de faire nos 40 ou 50 contrats que l'on a à faire dans l'été. Voilà. Lors de la commission des affaires générales et financières, en la séance du 21 février, la commission avait émis un avis favorable. Merci. S'il n'y a pas de prise de parole, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On continue toujours avec André, avec le renouvellement de la convention avec l'association pour 1 an de la gestion du théâtre. Oui, voilà. Donc, tout le monde connaît le Théâtre du Pays de Morlaix, l'association de gestion et d'animation du Théâtre du Pays de Morlaix, qui a une convention avec la mairie. Dans le cadre, nous demandons un renouvellement uniquement d'1 an d'une convention triennale, habituellement triennale. Ceci est lié à la délibération du Conseil communautaire du 22 décembre 2022, portant intégration dans les statuts de compétences de construction, d'aménagement et d'entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Au vu aussi de la délibération du Conseil municipal du 9 février 2023 relative à l'approbation de la prise de compétences en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire à Morlaix Communauté. Voilà, donc c'est pour cela que nous faisons une convention d'1 an, puisque c'est le temps qu'il nous faudra pour les étapes administratives se succédant pour ce transfert d'équipement s'il devait être acté. Voilà. Effectivement, ne vendons pas la peau de l'ours Oui, voilà. avant de l'avoir correctement tannée. Donc dans la délibération, 2 articles également, celui permettant au maire de signer les 2 conventions et l'article 2, celui de contrôle de légalité. Lors de la commission des affaires générales et financières, en sa séance du 21 février 2023, il a été émis un avis favorable à l'unanimité. Tout à fait. Donc il s'agit en fait de réinterroger le conseil municipal sur un changement d'identité de l'acquéreur pour les cessions de terrain Îlot-Gare, aménagement du quartier de la gare. La société Arcadea était détenue à parts égales par les sociétés Post-Immobilier, société ICA de promotion. La société Postimo ayant souhaité se désengager de la structure, la société ICA de promotion a procédé donc au rachat de l'intégralité des parts restantes. La société ICA de promotion a donc pour projet de faire intervenir sa structure dédiée au tertiaire à l'échelon national, la société SNCIP2T sur l'îlot de la gare pour la construction d'un bâtiment à vocation d'activité tertiaire, de commerce et de services communautaires. La modification de l'identité de l'acquéreur suppose de réinterroger le conseil municipal sur la cession des terrains cadastrés, section BL numéro 215 et 264P. Il faut noter également que les autres termes de la délibération susvisée restent inchangés. Donc, si les termes de cette délibération vous agréent, il vous est proposé, 1, d'approuver la cession des terrains cadastrés, d'article 2, d'autoriser Monsieur le maire à signer la promesse et les actes de vente ainsi que tous les documents et qui s'y rapporteront. Et article 3, cet acte sera transmis au préfet au titre du contrôle de la légalité. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Ismaël, au nom de la majorité, porte un vœu. C'est la dénomination exacte qui vous est présentée à l'instant même. Ismaël, tu as la parole. Flamber des coûts de l'énergie, en finir avec la spéculation sur ce bien essentiel qu'est l'énergie, revenir à des prix régulés et à une maîtrise publique. Depuis quelques mois, les coûts de l'énergie explosent, mettant en grande difficulté les particuliers, les entreprises, mais aussi les collectivités.
Pour certains ménages, la situation est déjà dramatique. Les 2/3 des ménages en électrique sont en tarif réglementé et 1/4 seulement des ménages pour le gaz. Cela veut dire que nombre de familles subissent, comme les entreprises, la folie du marché, et ce d'autant plus que les commerciaux des énergéticiens ont pour tradition d'aller démarcher des publics vulnérables aux revenus modestes, souvent des personnes âgées. Et pensons au fait que le tarif réglementé du gaz s'arrête cet été. Nous sommes aussi inquiets des difficultés des artisans, choqués par les fermetures de boulangeries ou d'industries dues à l'augmentation brutale du coût de l'énergie. Or, il nous semble que le gouvernement refuse jusqu'ici de s'attaquer aux causes réelles du problème. Les chèques énergie pour les particuliers ne sont pas demandés par tous ceux qui y auraient droit et sont financés par nos impôts et donc par les usagers eux-mêmes, sans toucher au superprofit des distributeurs d'énergie. Les dotations compensatoires aux collectivités, confrontées aux fortes hausses des prix du gaz et de l'électricité, ont des critères d'octroi peu lisibles, complexes et limitatifs, qui les rendent restrictives et très difficiles à prévoir sur leur existence à venir et sur leur montant. Dans le meilleur des cas, elles ne financeront qu'une partie des surcoûts de prix de l'énergie pour les collectivités qui en bénéficient. Des solutions d'économie de consommation, de production plus autonomes, plus durables et écologiques, des plans de sobriété sont bien sûr à construire et à inventer. Mais il restera toujours des besoins à satisfaire, mobilisant des consommations d'énergie importantes pour les communes et collectivités territoriales dans leur ensemble. La conséquence, c'est qu'en ce moment même, les communes et ensemble des collectivités territoriales construisent leur budget 2023 dans un contexte très éprouvant. À la baisse réelle des dotations de l'État, non réévaluées à la hauteur de l'inflation, s'ajoutent des factures énergétiques souvent non prévisibles qui plombent littéralement les finances, affectant les taux d'épargne et les capacités d'investissement. Déjà mises à mal précédemment par des années de baisse de dotation d'État aux effets cumulatifs, affectant durablement le montant annuel de la DGF, et aussi, dès la deuxième partie de l'année 2022, par le poids inédit de l'inflation sur les coûts des denrées et des travaux, les collectivités sont exposées à des renoncements d'investissement, à l'abandon de certains projets ou à des augmentations d'impôts. Collectivités en proximité avec les citoyens et leurs besoins, engagées au service de la vie quotidienne des habitants, elles essayent néanmoins de maintenir la qualité des services publics rendus aux citoyens dans un contexte de plus en plus compliqué et tendu. L'envolée actuelle des prix du gaz et de l'électricité montre à quel point il est important que notre pays retrouve sa souveraineté sur la fixation des prix de l'énergie. Ce ne sont pas les coûts de production, de transport et de distribution restés stables qui entraînent la flambée des prix, mais bien le fait que l'énergie, tombée dans l'escarcelle du marché, est devenue matière à enrichissement des actionnaires et à spéculation. Alors que 13 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique dans notre pays, il est aujourd'hui primordial de revenir à des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité qui reflètent les coûts réels de production et de distribution. Il faut en finir avec l'Arenh et abolir la loi NOM. En effet, comment est-on passé en 25 ans d'une situation d'autosuffisance de production d'électricité et de contrats de gaz de longue durée stabilisés à la situation énergétique d'aujourd'hui? Les directives européennes de l'énergie ont organisé depuis le début des années 2000 la libéralisation, privatisation du secteur. Cela a généré en France, en 2004, la transformation d'EDF en société anonyme avec l'ouverture de son capital en 2005. Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l'électricité a été ouvert à la concurrence pour les particuliers. En 2010, c'est la loi NOM, Organisation du marché de l'électricité, avec l'Arenh, accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ce système fait obligation à EDF de revendre un quart de sa production nucléaire à ses concurrents à un tarif très bas, leur permettant de faire des profits. Ainsi, le prix de revente de l'électricité d'EDF est de 42 € à 46 € le mégawattheure, alors que la Cour des comptes estime que le coût de revient se situe entre 50 € et 55 €. Le bilan de ces opérations se fait sentir aujourd'hui. La guerre en Ukraine n'est que le révélateur des conséquences d'un système qui fait désormais la part belle à la finance et à la spéculation au détriment des besoins sociaux.
Aujourd'hui, avec le prix de l'énergie fixé par le marché, des opérateurs peuvent revendre l'électricité nucléaire jusqu'à 500 € le mégawattheure dans le cadre de l'Arenh. Actuellement, par exemple, Total Energy revend son électricité d'origine nucléaire, achetée à prix réduit à EDF, dans le cadre de l'Arenh entre 180 et 500 € en fonction de la fluctuation des marchés. Avant la loi NOM et l'ouverture du marché aux particuliers, le prix du kilowattheure des tarifs réguliers de vente, TRV, reflétait le coût de production, du transport et de la distribution ajouté à l'amortissement des moyens de production. C'était l'État qui fixait les prix sur proposition d'EDF. Les taxes étaient composées de la TVA et de la TLE, taxe locale de l'électricité versée aux communes. Il faudrait retrouver aujourd'hui un tarif régulé de l'énergie pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Il en est tout autrement quand le gouvernement promet aux PME, aux petits commerçants de bloquer les tarifs qui leur seront appliqués à 280 € le mégawattheure, alors que les opérateurs alternatifs achètent 70% de leur électricité 42 € le mégawattheure. Autre aberration, le prix de l'électricité est fixé sur le prix du dernier mégawattheure produit, très souvent avec du gaz, donc indexé sur son cours aujourd'hui au plus haut, du fait de la guerre en Ukraine, alors qu'en France, l'électricité est produite essentiellement avec du nucléaire et de l'hydraulique. Dans le secteur de l'énergie, la mise en concurrence et les privatisations ont déstructuré un champ d'activité d'intérêt stratégique et public et n'ont pas conduit à une révision à la baisse des prix pour les usagers, bien au contraire. Nous pensons que les collectivités auraient tout à gagner au retour à une maîtrise publique de l'énergie, de l'électricité et du gaz, avec deux EPIC, EDF et GDF 100% publics, permettant aux collectivités locales, aux entreprises, aux usagers d'accéder à des tarifs régulés de vente calculés sur les coûts de production, de transport et de distribution. L'énergie est un bien vital dont chaque être humain a besoin pour se nourrir, se chauffer, se déplacer ou se soigner, et il ne peut être confié au marché financier. Les élus de la ville de Morlaix souhaitent interpeller l'État sur le besoin de se doter à nouveau d'outils de production, de souveraineté et de contrôle dans le domaine de l'alimentation en énergie et en électricité qui permettent de contenir les prix, de les stabiliser, aussi bien pour les usagers, particuliers, entreprises, collectivités. Merci Ismaël. Les vœux n'appellent pas à débat. J'ouvre les opérations de vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Mesdames et messieurs, sur ce vote unanime qui sera transmis au préfet du Finistère, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour la poursuite de nos travaux. Merci à toutes et à tous.